Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la saison 3 de Pharma Now. Pour rappeler le concept, on interviewe des professionnels pharmaciens de l'industrie pharmaceutique mais aussi d'ailleurs, ayant un parcours inspirant pour aider les étudiants à s'orienter dans leur parcours universitaire. Aujourd'hui, nous recevons Timothée Sinobert. Bonjour, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Merci beaucoup de me recevoir. Merci d'être venu. Donc on va commencer cette saison par toi et on est ravis que tu sois venu pour notre projet. Ouais, bah écoute, c'est encore une fois un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. En plus, en estimant que mon parcours est inspirant, donc merci beaucoup. Donc effectivement, je suis pharmacien de formation. Moi, j'ai toujours voulu faire pharma. Il n'y avait pas d'autres projets alternatifs à la base. Mes deux parents sont pharmaciens, donc c'était une histoire un peu de famille. Et donc j'ai fait pharma à Paris 11. J'ai fait 2 premières années. C'était compliqué pour moi au début, je pense, comme beaucoup d'étudiants. J'ai pas eu un très bon classement, donc ça a été un peu la panique à bord en première année. J'ai pas fait les choses, je pense, comme il fallait le faire. Et puis là, pour le coup, deuxième première année, j'ai fait que ça. Voilà, j'avais pas particulièrement de facilité, aucune mémoire, donc des moyens mnémotechniques un peu farfelus dans tous les sens. Et puis ça a fini effectivement par passer. Et puis après, un parcours relativement classique. Je me suis pas du tout impliqué dans des associations. Je me suis pas impliqué dans la vie de la fac. Voilà, j'ai fait mon week-end d'intégration et mon week-end de désinté, pour faire bref. Quelques soirées par-ci par-là, mais voilà, j'étais voilà, pas forcément non plus très assidu à la faculté, mais tout de même hyper intéressé par ce que je faisais, et voilà, sans aucun doute sur le parcours et l'intérêt des enseignements. J'ai de mémoire jamais voulu faire officine. J'ai jamais voulu aller dans le secteur hospitalier non plus. Depuis toujours, je voulais aller dans l'industrie avec une perspective un peu recherche. Et j'ai fait en cinquième année un M1 chimie des substances naturelles. Donc à l'époque, je voulais faire de l'ethnopharmacologie. C'est l'étude des remèdes de grand-mère. Donc je voulais partir dans la jungle avec un coupe-coupe pour aller regarder les Aventurier. aventuriers. Je voulais aller regarder comment les gens se soignaient avec des médecines traditionnelles et d'aller extraire la molécule active pour chercher quel était le principe actif et en faire un médicament. C'est une forme de pharmacognosie. Exactement, c'est de la pharmacognosie, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi, que l'impact était extrêmement limité en termes d'impact factor. Voilà, on n'était pas sur des choses très à la mode à l'époque. Ça redevient un petit peu plus le cas aujourd'hui, et j'ai réalisé que en plus la chimie c'était difficile pour moi, et donc j'ai décidé de pivoter en sixième année. Donc je suis prêt pour les étudiants, je suis avant la PACES, donc voilà, peut-être le processus des études est peut-être un tout petit peu différent, mais bon, c'était M1 en cinquième année, M2 en sixième année, et donc j'ai fait un M2 biotechnologie et thérapie innovante, qui est un M2 entre P5 et P11, et qui couvrait l'ensemble des sujets associés aux thérapies géniques, cellulaires, et biothérapie au sens large, donc tout ce qui est anticorps et compagnie. À l'époque, dans les études de pharma, dans le tronc commun, dans le cursus, il y avait quasiment pas de biotech. Je crois que ça a un petit peu évolué, mais à l'époque, on voyait pas du tout les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, qui déjà à l'époque étaient pour moi des traitements d'avenir. C'était le début, on commençait à voir les premiers traitements arriver sur le marché, avec des traitements curatifs pour des maladies rares, hyper compliquées à traiter. Et moi, ça me passionnait, ce côté à la fois alliant des technologies de pointe et appliqué à des sujets de biologie de pointe. Et donc, ça a été pour moi une de mes meilleures années où finalement j'ai recouvert l'ensemble des sujets biotech. C'était des mini-études de pharma, dans les études de pharma, où on couvrait à la fois les sujets d'affaires réglementaires, de market access, de marketing, de manufacturing, de qualité, mais spécifiques pour les thérapies géniques et cellulaires. C'était hyper large. C'était hyper large, et aussi ça me permettait de un peu repousser la prise de décision, parce que j'étais encore
Exactement. J'étais encore hyper indécis et je voulais rester indécis un peu jusqu'à la dernière minute parce que ça m'angoissait un petit peu de me dire, voilà, je pouvais pas m'imaginer dire en cinquième année, je fais un master de qualité et je ferai de la qualité toute ma vie. Pour moi, ça me fermait les portes. Tu savais que les biotech t'intéressaient. Je savais que les biotech m'intéressaient et je savais que je pourrais tout faire à la sortie de ce master du biotech. Ça me fermait pas les portes ni du marketing, ni de la qualité, ni du manufacturing, ni du market access et je pouvais finalement rester un peu polyvalent à l'issue de ce master. Donc ça c'est un peu le tronc commun et puis pour la petite anecdote en extra scolaire, je te l'avais un peu dit aussi par ailleurs, j'ai eu plein d'activités en extrascolaire. Pour le coup j'avais pas beaucoup à la fac mais par contre et c'est important dans la suite de mon parcours parce que dans mes différents entretiens c'est presque ça dont on m'a plus parlé que de mon parcours lui-même, mes expériences extra-professionnelles. En l'occurrence, j'étais joueur de jeux vidéo à haut niveau à une époque où c'était encore, ça devient un peu plus admis aujourd'hui, mais à l'époque, enfin, c'est pas non plus il y a 50 ans, mais il y a 10 ans, c'était vraiment les prémices, c'était pas ça, et donc les gens me regardaient avec des yeux comme ça, et puis progressivement, c'est devenu un truc d'intérêt, et au final, dans mes entretiens, dans beaucoup d'entretiens, j'ai parlé plus de l'année sabbatique que j'ai pris après de cette expérience dans le domaine des jeux vidéo parce que au final, les gens avaient professionnellement le même cursus, mais c'était ces expériences extra-professionnelles qui avaient du sens. C'est ça qui m'a différencié, voilà, le côté sport de haut niveau, voilà, rigueur, objectif, aisance à être sur le devant de la scène. C'est ça un peu qui a fait la différence. Et puis le côté international aussi avec parler anglais, etc., que j'ai appris à ce moment-là. Et donc voilà pour le parcours. Je suis arrivé en sixième année, stage de fin d'études, donc 6 mois. Et là, je suis parti dans le conseil en affaires réglementaires dans une société qui s'appelle Voisin Consulting Life Science, dans le domaine notamment des thérapies géniques et des thérapies cellulaires. Et donc, c'était encore une fois les prémices de ces sujets-là en affaires réglementaires. Et donc, du coup, ça a été ça ma première expérience professionnelle affaires réglementaires. Mais voilà, on va voir dans la suite de la discussion que voilà, en première intention, ça a été affaires réglementaires un peu par opportunité. Il y avait un étudiant dans mon master qui était un ancien du coup du master, qui était allé dans cette société, que j'avais contacté, qui était un type passionnant et passionné. Et moi, ça m'avait hyper intéressé parce que presque je voulais travailler avec cette personne-là. Et ça, c'est presque aussi un conseil. C'est une rencontre et on dit régulièrement, on rejoint pas une société, on rejoint un manager. Et c'était un peu ça à cette époque-là. C'était la rencontre avec cette personne qui m'a donné envie de faire ça parce que je me suis dit, cette personne va pouvoir m'encadrer, m'accompagner, m'apprendre plein de trucs. Ça m'a inspiré et ça, pour moi, c'est un truc hyper important dans les études, c'est d'échanger avec des professionnels, de les contacter, d'avoir des discussions un peu en off pour savoir voilà ce qui les passionne et du coup un peu découvrir ce qui nous passionne nous-mêmes dans ces échanges. Je trouve ça génial que tu mettes en avant l'extra scolaire qui est hyper important et puis aussi le relationnel. Souvent c'est le réseau qui va nous faire aller dans telle entreprise comme tu dis. C'est hyper intéressant. Et du coup à la suite? Alors à la suite donc affaires réglementaires. Société hyper passionnante, très réputée dans le domaine pour la plupart des sociétés de biotechnologie. Mais en fait, j'avais eu l'impression, un peu en affaires réglementaires, de faire des rapports de TP sans faire les TP. Ouais, ce qui n'est pas la partie forcément la plus passionnante, même si du coup j'ai vu, voilà, on va pas se mentir, j'ai vu plein de projets et surtout des projets hyper innovants. Aujourd'hui, un peu, on met le terme de société de conseil un peu à toutes les sauces, où parfois on a un peu l'impression que c'est des boîtes d'intérim qui placent des consultants dans les sociétés. Là, c'était pas du tout le cas. C'était un niveau d'expertise pour lesquels les sociétés n'avaient pas les capacités de traiter ces sujets et donc avaient besoin d'aide vraiment de conseils stratégiques, de vrais experts en externe qui n'allaient pas du coup dans les sociétés mais qui étaient vraiment une force de frappe et une expertise externalisée. Et donc là j'ai pu faire de la strate réglementaire qui là pour moi est un truc absolument passionnant parce qu'on ne se rend pas du tout compte en fait à quel point les affaires réglementaires drive le business et en fonction de la stratégie réglementaire on va aller dans une voie de commercialisation et on ne va pas du tout présenter un produit de la même manière si c'est un produit de thérapie génique ou un produit de thérapie cellulaire. Dans les dispositifs médicaux, si c'est un produit qui va être marqué CE classe 2A ou CE classe 1 ou pas marqué, et on ne se rend pas du tout compte de l'impact business que ça peut avoir. Donc c'est un peu ça que j'ai découvert. Et puis totalement
totalement fortuitement, il s'avère qu'à un moment donné dans ce stage, j'ai été mis dans le bureau du business development pour une question purement logistique de l'espace des bureaux. Et en fait, j'ai pu être découvrir en fait par le contact ces business développeurs chez Voisin Consulting. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un truc qui me plaît. Par pur hasard, je les voyais partir en voyage, avoir l'impression qu'ils étaient tout le temps busy, avec plein de réunions, à l'interface entre plein de gens. C'était un peu mystérieux et je me disais, Toi, ça t'a parlé. mais moi, voilà, ça m'a parlé. Moi, j'étais un peu en back office là, à me dire, oh, c'est un peu chiant, ces gros dossiers très compliqués. Moi aussi, j'ai envie d'aller à l'interface des gens et échanger, communiquer. Et donc, ça m'a un peu inspiré. J'ai quitté mon travail, j'ai pris une année sabbatique pour partir en voyage personnel du coup, découvrir le monde. C'était voilà un Génial. peu un projet personnel, une césure pour un peu aussi réfléchir sur ce que je voulais faire un point. Et ça m'a laissé du temps pour maturer un peu mon projet et un peu cette, euh, cette petite graine qui avait été germée chez Voisin sur le BizDev a pu germer en fait le temps de mon voyage. Et voilà, j'ai pu y réfléchir. Et en revenant, j'ai postulé sur des postes de BizDev, à la fois dans le privé et dans le public. Et je me suis retrouvé à l'Institut Curie, dans le département de transfert de technologie. Donc ce sont des départements qui existent dans les facs, dans les instituts, et qui sont chargés de transposer la recherche académique vers le domaine industriel, de la protéger et de l'exploiter. Donc en gros, quand les laboratoires de recherche, y compris ici à la fac, ils font des découvertes, et ben, ils vont voir leur office de transfert de technologie pour voir comment on peut protéger cette innovation par des brevets, par du secret, par des copyrights. Et une fois qu'on l'a protégée, eh bien, il y a des gens avec leur petit bâton de pèlerin qui vont aller chercher des industriels pour exploiter ces innovations, parce que c'est pas le rôle de la fac. Soit c'est de créer des spin-offs, des startups, soit c'est d'aller chercher des partenaires qui vont prendre des licences pour exploiter ces produits, ces innovations, ces méthodes, ces signatures diagnostiques. Et en fait, on se rend pas compte, mais une écrasante majorité aujourd'hui des nouveaux médicaments sont issus de près ou de loin de la recherche académique. Et donc, on a des départements qui sont chargés de négocier avec les partenaires industriels les meilleures conditions d'exploitation pour que le secteur académique récupère un peu c'est plus qu'un peu, récupère complètement le fruit de son innovation et de son travail et se sentent pas du coup lésés justement par des gros partenaires industriels. Et donc moi, il s'avère de manière totalement fortuite que j'ai eu un poste de responsable data et logiciel. À l'époque, ça a un petit peu changé. Mais pour avoir ce type de poste, il suffisait d'être un peu le geek de service, d'où les jeux vidéo, d'avoir un peu, voilà, j'avais fait un peu de dispositif médical à Voisin, mais à l'époque je codais pas, c'était juste, j'avais une fibre geek, mais j'avais pas une expertise digitale ou data ou tech plus que ça. Et donc en fait, cette expertise, je me la suis créée en arrivant là-bas, parce qu'il fallait créer toute une stratégie autour de la valorisation des données, comment on utilise les données dans des contextes de développement, et notamment avec des fameux sujets d'intelligence artificielle, parce que ces algorithmes typiquement de prédiction de la réponse au traitement, faut les développer sur des données où on a des patients qui ont répondu, des patients qui n'ont pas répondu, et ces données, elles sont notamment dans le secteur hospitalier. Et donc c'était de définir une stratégie en termes de propriété intellectuelle, en termes de modèle économique, et c'est des sujets extrêmement compliqués. À l'époque, le RGPD n'existait pas encore, et donc c'est comment on crée un modèle de valorisation sur ces données et sur ces logiciels. Les acteurs académiques sont hyper à cheval sur l'open source, donc c'est aussi des sujets difficiles pour protéger des logiciels et les valoriser. Et donc là, c'est pas un cursus particulier des études, c'est des publis dans le métro matin et soir pour c'est là où je me suis formé. Voilà, c'est 4 ans plus tard, en partant de Curie, j'ai mis 3 jours à détruire pas à détruire ou à récupérer des tonnes et des tonnes de publis que j'avais amassés en fait en l'espace de 4 ans sur les modes de protection, sur les modèles économiques, sur différents aspects de partenariat. Et donc là, j'ai pu travailler avec des chercheurs, j'ai pu commencer à accompagner des startups dans leur création, surtout sur des sujets de data et IA.
J'ai travaillé avec des sociétés comme Intel, comme Google, comme Dell, avec des grands laboratoires pharmaceutiques, avec des petites startups, qui sont devenues plus tard des beaucoup plus grosses startups comme Hawkin par exemple, comme Therapixel. Donc il y avait plein de sociétés qui voulaient travailler avec Curie pour développer ces sujets d'IA qui sont aujourd'hui devenus monnaie courante, mais à l'époque, il fallait un petit peu tout construire. On découvrait un peu finalement les modèles collaboratifs qu'il fallait co-créer. Donc 4 ans à Curie, et je me suis dit que j'avais envie de voir autre chose, que j'avais envie d'aller dans le secteur industriel, que j'avais envie d'avoir un meilleur salaire aussi, ça compte parce que le secteur académique, ça en fait partie. Et puis j'avais envie de voir l'industrie pharmaceutique dont on m'avait toujours parlé dans mes études, que moi je défends corps et âme depuis toujours face à la mauvaise presse qu'elle peut avoir, mais je l'avais pas vue de l'intérieur. Donc c'est toujours difficile de défendre quelque chose qu'on ne connaît pas réellement de l'intérieur. Je voulais aller découvrir de l'intérieur, je voulais avoir aussi plus de moyens pour innover, parce que le problème de la recherche académique, c'est que parfois on se sent un peu limité dans la capacité d'investissement dans des innovations. C'est un peu le problème, on a vraiment besoin des industriels pour innover, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Novartis, grand groupe, plus de 100 000 personnes, énorme industriel pharma, avec de la thérapie génique, qui innove beaucoup, basé en Suisse. Moi j'étais basé en l'occurrence à Novartis France, et j'étais chargé de mettre en place des partenariats entre Novartis et des startups tech. Et donc mon rôle, c'était d'identifier des problématiques internes à Novartis et d'aller chercher des innovations dans l'écosystème qui pouvaient répondre à nos problématiques. Donc typiquement, mon rôle, c'était d'aller voir des acteurs comme Curie et de regarder s'ils n'avaient pas des innovations qui pouvaient répondre à mes problèmes. Dans le rôle inverse. Exactement. Dans le rôle inverse, à un autre maillon de la chaîne, mais à un stade beaucoup plus proche des patients. Parce qu'il faut bien se dire que les industries pharmaceutiques, elles sont en pleine transformation. Et quand on parle des filiales locales commerciales, donc Novartis France, le but c'est de soigner des patients. Et j'étais un autre maillon de la chaîne, mais toujours avec les mêmes acteurs, les mêmes startups, les mêmes acteurs industriels, mais effectivement beaucoup plus proche du patient, puisque le but d'une filiale commerciale industrielle pharmaceutique, c'est d'améliorer la prise en charge et d'accompagner les professionnels de santé dans cette prise en charge. Donc là où à l'Institut Curie, j'étais sur des sujets d'innovation très amont, là, j'étais sur des sujets technologiques très aval, très applicatifs. Typiquement, on a un problème d'un effet indésirable lié à un médicament. Comment on va trouver une innovation pour faire du télémonitoring à domicile des patients pour s'assurer que cet effet indésirable, il est bien pris en charge. Et donc moi, mon rôle, c'était de maturer ce problème d'effet indésirable. Comment on identifie vraiment la cause et quelle est la meilleure solution? Est-ce que imaginons l'exemple d'une cardiotoxicité. Est-ce que c'est un bracelet? Est-ce que c'est un t-shirt? Est-ce que c'est une montre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit garder toute la journée? Quelque chose qu'on doit garder quelques minutes? Donc c'était un peu ce genre de problématique que j'avais à traiter. Le seul problème, c'est que j'y suis arrivé en plein confinement. L'industrie pharmaceutique a été plus blanc que blanc sur le télétravail. J'ai vu aucun collègue pendant 6 mois. Et donc ça a été un petit peu difficile de m'intégrer dans cet écosystème très complexe d'acteurs où finalement on est dans vraiment il faut se dire plus de 100 000 personnes, c'est énorme, et donc le nombre de personnes et les complexités sont vraiment très importantes. Donc ça c'était un petit peu difficile. En revanche, j'ai été complètement confirmé et voire même agréablement surpris sur les valeurs. J'avais pas une journée où on parlait pas de patients, on parlait pas de professionnels de santé. J'en ferai pas une généralité sur l'ensemble des industries pharmaceutiques. Je pense qu'il y a des industries qui ont des valeurs plus ou moins fortes, mais là en l'occurrence dans cet exemple-là, les valeurs étaient omniprésentes et il n'y avait pas une décision qui n'était pas drivée par le besoin patient et le besoin professionnel de santé. Bien évidemment, il y avait un enjeu business sous-jacent, mais la première question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on apporte quelque chose qui a de la valeur pour le patient et pour le professionnel de santé? Donc ça, pour le coup, ça a été une vraie belle surprise. J'ai énormément appris sur la structuration des industries pharmaceutiques. J'aurais pas du tout travaillé de la même manière à Curie si j'avais fait mon passage à Novartis avant, parce que du coup, ça me permettait de comprendre quelles étaient les strates en termes de responsabilité, de qui est décisionnaire, comment sont structurées les choses. Ça, pour le coup, c'est extrêmement compliqué et ça m'a permis vraiment de le découvrir et puis voir aussi des très beaux projets de collaboration avec des nombres d'acteurs qui étaient très, très significatifs. J'y suis resté que 2 ans et demi.
parce que c'était aussi et surtout des sujets digital health. Donc c'était vraiment des outils digitaux qui aident à la prise en charge. Et moi, la bio me manquait en fait. C'est vraiment moi ma fibre initiale. C'est ce que j'ai fait en master. C'était le côté biotech où je voulais l'innovation tech, mais je voulais aussi l'innovation bio. Je voulais que ce soit deep tech sur les deux côtés. Je voulais pas juste la deep tech tech et ou la deep tech bio, mais je voulais l'association des deux, l'assemblement des deux, ce que j'avais un petit peu vu sur certaines collaborations que j'avais pu mettre en place à l'Institut Curie. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de rejoindre White Lab Genomics, qui est une start-up que j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 8 mois, et finalement un poste qui est toujours sur ce même cercle d'acteurs, puisque je suis en charge du business development chez White Lab. Et finalement, je fais un peu ce que je faisais à l'Institut Curie, mes côtés startup, un petit peu ce que je faisais à Novartis, mes côtés startup. Et donc aujourd'hui, mon rôle, c'est de parler avec mon moi d'il y a 4 ans, côté académique, ou mon moi d'il y a 2 ans, côté industriel. Et je suis toujours du coup sur ce même cercle d'acteurs en business development, du coup chez White Lab Genomics. C'est génial. Du coup, les compétences que tu as acquises dans tes précédentes expériences, tu scindes tout ça aujourd'hui chez White Lab pour ton métier en fait. Complètement, C'est génial. complètement. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui ce que tu fais concrètement chez White Lab, tes missions? Ouais, alors White Lab Genomics, peut-être pour te redonner un peu de contexte sur ce que c'est une startup qui a été créée en 2019. Et déjà, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans sa genèse, c'est que pour le coup, c'est pas une startup qui vient du domaine académique. Donc là, tout à l'heure, je parlais de l'Institut Curie qui fait des spin-offs. Là, en l'occurrence, c'est parti d'une vision de 2 personnes qui étaient déjà dans le secteur des biotechnologies et qui se sont dit il y a un besoin business. Et souvent, malheureusement, dans le secteur académique, on a tendance à faire ce qu'on appelle du tech push, c'est-à-dire qu'on prend une technologie et on la pousse vers le marché en la protégeant et ensuite en se posant la question de se dire à quoi ça sert. Alors que là, ils sont partis d'un market pool, donc c'est le besoin du marché, et donc ils se sont dit il y a un besoin du marché et on va raccrocher des technologies matures existantes à ce besoin. Et donc en fait, ce besoin en l'occurrence, c'était d'accélérer et de dérisquer le développement des thérapies géniques et en l'occurrence avec l'intelligence artificielle. Donc là, voilà, tu vois le entonnoir par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir par le passé. Exactement, c'est de l'IA qui permet de modéliser, de designer, de concevoir des médicaments de thérapie génique à des stades très précoces de développement. On parle de phase de recherche et développement non clinique, donc en amont des essais cliniques. Donc on parle des études in silico, in vitro et in vivo animal, donc vraiment sur des étapes de recherche très amont, là où encore on peut moduler le produit thérapeutique avant qu'il soit fixé dans le marbre. Et donc en fait l'IA aujourd'hui elle est admise dans beaucoup de strates de l'industrie pharmaceutique et a déjà atteint un stade de maturité assez important dans le domaine du développement des petites molécules et des anticorps. Aujourd'hui, le design des petites molécules par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est quasiment devenu la norme, à la fois dans des startups et à la fois dans des industries pharmaceutiques. C'est déjà quelque chose d'assez mature technologiquement. Et en revanche, pour les thérapies géniques en 2019, il y avait quasiment rien. Et les thérapies géniques, elles ont des spécificités, des complexités qui vont être liées à ce que c'est. Pour te donner un exemple très concret, il y a beaucoup de thérapies géniques qui utilisent des vecteurs, c'est des cargos qui vont transporter la séquence thérapeutique aux cellules d'intérêt qu'on va vouloir modifier, et on va vouloir modifier une mutation génétique du coup sur un gène responsable d'une pathologie. Et en fait, on va utiliser des virus, notamment des AAV, des adeno-associated virus, dont on va retirer toute la partie responsable du pathogène, qu'on va remplacer par une séquence thérapeutique et qu'on va utiliser comme un cargo pour aller transporter une cargaison vers la cellule d'intérêt. Et en fait, c'est passionnant. Et tu vois, et moi, c'est déjà quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, je me suis dit, c'est un truc de malade. Et moi, pour moi, c'est ça que je veux faire. Et quand on voit une boîte où on se dit c'est ça que je veux faire, pour moi là c'est assez facile de se dire d'y aller et d'y mettre beaucoup d'énergie. Et donc du coup, il y a plein de spécificités liées à ces virus et de limites.
Le virus, il va pas forcément aller vers la bonne cellule qu'on souhaite adresser. Il peut aller vers d'autres cellules. Il peut induire aussi des problématiques d'immunogénicité. C'est un virus, donc il va induire une réponse immunitaire. Et donc nous, on va vouloir le modifier, ce virus. Et ce que White Lab va faire, parmi d'autres applications, c'est que in silico, donc en silice, donc avec des modèles bioinformatiques, on va modifier ce virus, sa conception, et on va prédire l'impact de ces modifications sur ce qu'on appelle la capsid. Donc on va modifier son enveloppe pour en fait l'améliorer, améliorer un certain nombre de caractéristiques biologiques pour améliorer sa spécificité, son efficacité, réduire la dose, réduire les temps de développement parce nos modèles prédictifs vont choisir, en tout cas on va recommander la meilleure conception moléculaire à notre partenaire biotech, pharma ou académique, et donc du coup plutôt que tester des dizaines de milliers de possibilités, ils vont tester que les centaines qui ont le plus de chances d'après nous de fonctionner. Et tout ça évalué par l'IA. Et tout ça évalué par l'IA avec un certain nombre de critères prédictifs, de spécificité, de sensibilité. C'est des choses aujourd'hui qui sont assez admises dans le domaine et qui sont assez maîtrisées. Voilà, il y a des métriques qui sont assez. T'as des stats derrière. Exactement. Ça reste des statistiques très complexes et qui sont aujourd'hui de plus en plus en développement. Et donc nous, on travaille avec des biotech, des pharma et des académiques. Et moi, mon rôle, c'est d'aller identifier, discuter, négocier et contractualiser avec ces acteurs pour mettre en place des nouveaux projets de recherche et développement. Et donc d'identifier la petite biotech californienne qui va avoir son virus, qui va devoir aller sur tel type cellulaire cardiaque, et il sait que son virus, il n'est pas assez spécifique pour le type cellulaire qu'il souhaite adresser au niveau du cœur. Et ben moi, mon rôle, ça va être d'identifier ce partenaire, d'identifier son problème, pourquoi son virus, il n'est pas assez spécifique pour sa cible cellulaire, et de lui dire, bah attendez, nous, on peut résoudre votre problème, et de les convaincre que il faut travailler ensemble, qu'on est le meilleur partenaire vis-à-vis d'un environnement concurrentiel qui est existant et avec d'autres acteurs aussi qui proposent des solutions intéressantes. Bah, mon rôle, ça va être de vendre un petit peu notre technologie et derrière d'aller négocier un partenariat et un partenariat dans les meilleures conditions qui va permettre nous aussi de générer de la valeur dans le court terme, dans le long terme, avec plein d'aspects de business model associés aux innovations, des aspects de propriété intellectuelle aussi, ce que je faisais un petit peu à l'Institut Curie. Comment on va pouvoir protéger ces nouveaux actifs et en tirer de la valeur sur le long cours. On n'est pas une société de prestations qui livront juste des résultats et merci, au revoir. On cherche à vraiment co-développer des nouvelles innovations. Et du coup, mon rôle va se situer sur l'ensemble de la chaîne avec une perspective à la fois européenne et nord-américaine, donc avec pas mal de collaborations à la fois du coup académiques, des petites biotech et puis des grands groupes industriels pharmaceutiques. Donc aujourd'hui on est 25, ça reste une toute petite start-up qui est basée à Paris mais qui a déjà aussi une antenne aux États-Unis et donc qui est en pleine croissance aujourd'hui avec déjà des partenariats qui sont en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réussirais à identifier les enjeux d'avenir pour ton métier? Parce qu'il est très ancré dans des domaines en vogue, la biotech, l'IA, les deux assemblés. Est-ce que tu arriverais à voir dans quelques années ce que ça pourrait donner? Toi, comment tu le vois plus tard? C'est une excellente question parce que en fait, vu qu'on est à des stades très précoces de développement, donc déjà peut-être pour l'écosystème dans un premier temps. Déjà, c'est un écosystème qui est en pleine transformation. Il y a des innovations passionnantes qui arrivent dans le domaine. Elles sont de plus en plus admises à la fois par l'écosystème de la recherche et par les professionnels de santé. Il y a beaucoup de pédagogie qui est faite. Aujourd'hui, déjà, on voit arriver des professionnels avec des doubles casquettes. Des personnes qui sont à la fois PhD en machine learning et PhD en biologie, ou des pharmaciens qui ont une thèse en machine learning. Et c'est le cas d'un de mes collègues à White Lab, un des responsables de la biologie structurale. Il est PhD du coup en IA. Après avoir fait pharma. Et donc on voit des personnes avec des doubles casquettes qui apparaissent. On a une pharma avec laquelle on discute. Ils ont un responsable, donc une big pharma, ils ont un responsable du machine learning appliqué au gene therapy. Donc ça te montre le degré de spécificité. C'est pas genre machine learning appliqué à tous les domaines. C'est machine learning appliqué au gene therapy. Et donc on commence à voir ce niveau
d'intégration de l'expertise et de l'intérêt. Aujourd'hui, en conférence, dans les conférences internationales de thérapie cellulaire et thérapie génique, il y a peut-être un quart, un cinquième des présentations, donc vu le volume c'est énorme, de présentations qui sont vraiment orientées IA. Et donc aujourd'hui, on voit ça arriver dans toutes les conférences internationales, que ce soit des conférences appliquées médicales avec des outils prédictifs de réponse au traitement par exemple, ou des conférences très recherche où on va aller identifier des nouveaux biomarqueurs, des nouvelles signatures avec de l'IA. Donc aujourd'hui, ça c'est complètement en train de rentrer plus que enfin voilà, ça devient presque le gold standard. Pour White Lab, c'est intéressant parce que vu qu'on est à des stades très précoces de développement, il faut tout le temps qu'on se pose la question, quelle va être la meilleure innovation dans 5 à 10 ans? Parce que les médicaments sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est des médicaments qui seront sur le marché dans 5 à 10 ans, à 15 ans. Faut penser à plus tard. Il faut penser à plus tard. Donc si on travaille aujourd'hui sur la mauvaise technologie, ça veut dire imaginons tel type de vecteurs qui sont aujourd'hui l'objet de phase clinique, c'est des vecteurs qui étaient en développement il y a 5 à 10 ans. Oui. Et donc du coup, si on travaille aujourd'hui sur le truc qui est à la mode dans les phases cliniques tardives, ça veut dire que c'est des choses qui étaient à la mode en recherche il y a 5 à 10 ans. T'es déjà en retard. Et donc tu es déjà en retard. Et donc l'enjeu, et ce qui est absolument passionnant, et c'est pour ça que je passe aussi beaucoup de temps en conférence, c'est de réfléchir à quel va être l'enjeu de demain et quel va être le truc qui va être breakthrough dans 5 à 10 ans pour qu'on commence à travailler dessus aujourd'hui. Et ça, c'est très difficile. Et donc, on a un certain nombre de pistes. Il y a plein d'innovations aujourd'hui qui sont assez passionnantes et qui font l'objet de beaucoup de développement. Pour te donner un exemple, ce fameux virus dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle des lipides nanoparticules. Donc on en a beaucoup entendu parler, notamment autour des vaccins ARN, parce que c'est une des technologies qu'on utilise, c'est des bulles de lipides qui vont remplacer ce cargo dont je parlais tout à l'heure en approche virale. Et donc ça, typiquement, aujourd'hui, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de développement de manière relativement précoce, mais qui est absolument passionnant et qui peut être une trend dans l'avenir. Et moi, à titre personnel, du coup, là, l'aspect très passionnant de mon poste et de la start-up, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu couteau suisse. C'est un poste qui est amené à se développer. C'est l'avantage d'être dans une start-up aussi à mon niveau d'expérience, c'est que l'idée, c'est que je me développe avec la start-up et que je puisse me positionner progressivement à des stades de responsabilité, de me développer, d'encadrer une équipe, on commence à construire aujourd'hui. Et donc vraiment, moi, mon objectif personnel, c'est de me développer dans cette entreprise et continuer surtout à pouvoir toucher autant à tout, parce que moi, c'est ça qui me passionne, c'est pouvoir, le matin, discuter avec une biotech, l'après-midi, réfléchir à des sujets de brevet, le lendemain, partir en Californie en événement, avoir ce côté multidisciplinaire de personnes, de technologies, d'acteurs, de thématiques, et de ne pas avoir une journée pareille. Pour moi, c'est ça qui me drive, et donc d'essayer de continuer dans cette voie, en tout cas dans les années à venir. Pas de routine dans... Pas de routine. Ça doit être extrêmement stimulant de devoir rechercher ce qui fera l'objet de beaucoup de regards, de beaucoup d'investissements, mais dans 5-10 ans. De par ton métier, tu es amené du coup aujourd'hui à beaucoup voyager. J'ai vu dernièrement, tu es allé à Boston aussi, qu'on a fait notre visio ensemble. Est-ce que tu remarques des différences dans soit la manière de travailler, tout simplement peut-être dans l'esprit des personnes travaillant en industrie pharmaceutique, en France ou à l'international, spécifiquement aux USA, vu que c'est là où tu as l'air d'être le plus amené à travailler? Ouais, alors au-delà des US, il y a des différences culturelles dans tous les pays. Si on parle du Japon, ce sera pareil. Il y a des grosses spécificités qui sont extrêmement compliquées dans la manière d'être, de faire, d'agir. On va avoir des enjeux qui vont être différents. Alors déjà, ce qui est un peu entre guillemets paradoxal, c'est que je t'ai raconté mon parcours, j'ai aucune expérience internationale. Bon, j'ai été 6 mois en stage à Rennes, mais je crois pas que ça compte. C'est pas l'international. En fait, j'ai eu l'opportunité et la chance dans tous mes postes d'avoir une perspective internationale. Donc même si j'étais basé en France, à Paris, eh bien, à l'Institut Curie, un de mes responsables, il était anglophone et plus à l'aise en anglais, donc j'ai parlé anglais quasiment tout le temps avec lui.
À Novartis, j'ai eu un peu le même principe. Et toujours, du coup, l'Institut Curie, elle collabore avec des sociétés à l'échelle internationale. Novartis, bien évidemment, j'avais 90% de mon travail qui était en anglais. Et donc, en Ah fait, oui. par chance, j'ai eu toujours cette perspective internationale qui me plaisait. Et donc, j'avais un peu cette fibre déjà de l'anglais et puis de pouvoir interagir avec des personnes à l'international. En revanche, j'avais jamais travaillé vraiment là-bas. Là, à White Lab, c'était la première fois que je voyageais autant. Et c'était un truc que j'appréhendais un petit peu. Parce que, typiquement, pour prendre l'exemple des Nord-Américains, là, pour le coup, ils n'ont pas du tout la même manière d'être et d'agir. On parle un peu C'est ce qu'on s'imagine. c'est ce qu'on s'imagine, et même dans la sphère personnelle, on dit toujours, hein, c'est un peu le hug tout de suite, on a l'impression d'être les meilleurs amis, Ouais. et puis derrière, par contre, pour devenir réellement amis, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en France, on va être beaucoup plus hostile au début, et beaucoup plus sur la défensive, mais à partir du moment où il y a une relation de confiance qui se crée, eh bien là, on va pouvoir rentrer dans une sphère un peu plus proche. Et puis cette capacité aussi à être toujours on a l'impression exubérant, très démonstratif. Moi, j'aime bien utiliser le terme de bullshit, qui est un peu fort, mais parfois, on a l'impression que les Américains, ils disent des trucs qui dépassent largement ce qu'ils font ou ce qu'ils peuvent faire, Et dans le travail aussi, du coup? mais dans le travail aussi. Et donc ça, c'est un peu difficile quand on a vraiment une culture française à le gérer, à être aussi démonstratif, à être aussi convaincant, parce que si on le fait pas, ils vont se dire mais attendez, le mec il est pas sûr de ce qu'il vend, donc si nous on est sur une certaine réserve et il croit pas, si on est sur une certaine réserve et qu'on vend pas monts et merveilles, ils vont se dire bah attends, entre un mec qui me vend la lune et l'autre qui me vend un Paris Saint-Malo, il va se dire oh, bon voilà c'est et même si l'autre il est capable de faire qu'un Paris Saint-Malo et pas un Paris C'est la ça. lune, il va te vendre un Paris la lune parce qu'il va être Il y a vraiment l'aspect démonstratif qui est très important. exactement. Et ça, culturellement, ça peut être difficile à traiter. Voilà, d'être tout le temps à fond, d'être tout le temps souriant. Ça peut être un truc euh, qui, euh, qui est une différence culturelle. Et puis les manières de négocier aussi. Les Américains, effectivement, ils aiment bien négocier avec des Américains. Voilà, il y a un côté culturel qui est facilitateur. Et c'est la raison pour laquelle White Lab, aujourd'hui, on va s'étendre aux États-Unis et on va travailler. Du coup, il va y avoir une personne qui va rentrer dans la société très prochainement et qui va avoir une culture très forte américaine. Parce que justement, pour être en Pour complément pouvoir de... négocier Exactement, pour pouvoir être sur la même tonalité et puis être intégré à un écosystème aussi. Là, quand on est à Paris, on a la chance de pouvoir participer à des événements un peu matin, midi et soir à Paris sur des sujets d'IA et de biotechnologie. Bah, faut se dire qu'aux États-Unis, ils ont des écosystèmes qui sont au moins aussi développés, avec des acteurs qui sont très dynamiques, et donc faut être présent. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vais effectivement très régulièrement aux États-Unis. C'est pour être présent et interagir en direct, parce qu'en fait, la visio, malheureusement, ça montre ses limites très souvent. Et donc, bien sûr. faut aussi y aller. Mais donc voilà, il n'y a pas de limite. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent ah non, l'anglais, ça va pas passer, etc. Moi, j'ai eu des rendez-vous pour le coup avec des Français qui sont aux US depuis 30 ou 40 ans, qui ont un accent français à couper au couteau, et pourtant qui sont à des postes de direction très élevés aux États-Unis. D'accord. Et il y en a beaucoup des Français pharmaciens qui ont migré aux US et aujourd'hui qui occupent des postes de haute responsabilité dans des biotech ou des pharma. Il y en a un certain nombre, plus qu'on ne le croit, et qui ont parfois des accents français à couper au couteau. Mais je pense que C'est pas un facteur limitant. non, c'est la French touch, en tout cas de ce que j'ai ouï dire. Ça leur plaît quand même. Voilà, c'est plus aidant qu'un malus. Je pense que ça va rassurer pas mal de nos Mm. étudiants. Et justement, par rapport à l'international et aux cultures différentes que l'on peut avoir, tu nous as dit que beaucoup de Français s'exportent aux États-Unis, mais en termes de biotech, est-ce que la France reste compétitive? C'est une super question, et je pense que c'est une question que tu pourrais poser aux plus hautes fonctions de l'État français, parce que je vais tâcher d'y répondre le mieux possible. Euh, Il y a une stratégie qui fait partie de ce qu'on appelle le plan de relance, qui est un plan gigantesque du gouvernement français, notamment dans le contexte de ce qu'on appelle le plan France 2030. Et aujourd'hui, la réinternalisation
et la souveraineté française en termes de développement de médicaments et plus spécifiquement de biothérapie, thérapie génique, thérapie cellulaire, anticorps, fait partie aujourd'hui et est un pilier de la stratégie française en termes de relance. Et en parallèle, l'IA, un peu même constat. Aujourd'hui, il y a des plans très importants pour faire de la France un acteur leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc déjà, moi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi parce qu'on est sur les deux vagues. Donc voilà, on se retrouve effectivement sur le devant de la scène sur beaucoup de thématiques et on a beaucoup de chance. Mais du coup, il y a cette vraie dynamique pour relancer la France au devant de la scène. Il y a énormément de médicaments qui sont faits ailleurs. Quand on parle des groupes industriels pharmaceutiques européens, tous, il faut se dire que dans le domaine des thérapies géniques, thérapies cellulaires, ils ont certes des activités pour Bayer en Allemagne, pour Sanofi en France, pour Novartis et Roche en Suisse, pour donner quelques exemples. Mais en réalité, beaucoup de leurs activités en termes de recherche et développement dans le domaine des thérapies géniques, elle n'est pas en Europe, elle est aux États-Unis. Et donc du coup, ces directions thérapie génique, elles sont à Boston, elles sont à New York, elles sont en Californie et elles sont pas en Europe. Parce que les viviers de talents et les plateformes de talents sont aux États-Unis et c'est là qu'on peut recruter, trouver l'ensemble des compétences dont on a besoin, des sites aussi de production, de manufacturing dont on a besoin dans des proportions qui sont bien plus importantes. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, on parle un peu beaucoup du côté Startup Nation, investissement, etc. En France, clairement, il y a des investissements qui sont très significatifs et qui sont en train, en tout cas moi de ma perspective, de fonctionner et qui ont mis la France sur le devant de la scène à minima à l'échelle européenne et en étant ambitieux, l'échelle internationale. Et aujourd'hui, nous, startups françaises, on n'a pas à se cacher d'être français vis-à-vis de startups américaines. On n'a pas de problématique sur nos thématiques de market access, de réglementaire, de RGPD. Et donc du coup, on n'a pas de frontières dans nos activités. Et on n'a pas à se cacher technologiquement en termes de ressources vis-à-vis des US. Voilà, on est à pied d'égalité souvent pour beaucoup, même si derrière il y a des différences d'investissement qui sont importants. Mais les salaires derrière et ce que ça coûte de faire de la recherche aux États-Unis est aussi beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on est en retard par rapport aux États-Unis, mais on est un beaucoup plus petit pays. Mais voilà, on a des belles innovations qui sont en développement et voilà, faut en être fier. Et je pense qu'effectivement, on a pas mal de cartes pour être sur le devant de la scène. On sera jamais le leader, mais être sur le devant de la scène, oui, complètement. C'est un beau message. Puis je pense que dans les années à venir, on aura beaucoup de talents en matière de biotech, même d'IA, qui vont ressortir de nos universités. On va pouvoir avoir beaucoup d'acteurs dans ces domaines-là, français, j'en suis certain. En restant sur les biotech, d'après toi justement, alors très brièvement, et tu nous en as déjà un petit peu parlé, qu'est-ce qui explique cet engouement autour des biotech, autour de l'IA? Alors, moi déjà, l'aspect bio me passionne. On est sur des innovations qui sont pour moi extraordinaires, des choses comme CRISPR, les immunothérapies, c'est des innovations qui sont game changing. Moi, j'ai toujours voulu, dans mon activité professionnelle, travailler sur des sujets qui étaient à très fort impact pour les patients. Et donc travailler notamment sur des aires thérapeutiques qui sont pour lesquelles il y a peu d'alternatives thérapeutiques. Et donc on parle des thérapies géniques, on parle de traitements curatifs. Je te donne l'exemple de la DMLA où on te fait des injections dans les yeux très fréquentes, ad vitam aeternam, et ça finira dans tous les cas par dégénérer. Aujourd'hui, les thérapies géniques dont on parle, c'est une injection et c'est terminé. Donc on est sur des traitements curatifs qui vont soigner de manière souvent définitive, c'est pas toujours le cas, mais souvent définitive, des maladies qui jusqu'alors soit allaient conduire au décès du patient, soit à des maladies qui sont intolérables, soit à des prises en charge très très lourdes pendant des années. Et donc avec des conditions de vie très très compliquées pour les patients. Et donc on parle d'un apport pour les patients qui est colossal. Et donc moi c'est ça aujourd'hui qui me drive au-delà de la biotech pure, c'est l'innovation qui est passionnante intellectuellement, mais aussi et surtout l'impact pour les patients sur la prise en charge. Après, l'engouement pour les biotech lui-même,
il y a un engouement, oui et non. Tu peux aller sur Internet, regarde les biotech qui sont sur les marchés publics, donc en bourse, regarde la valeur des actions des 20 biotech sur ces 5 dernières années, des 20 plus grosses biotech, c'est des catastrophes économiques. Ouais. C'est à chaque fois, enfin il y en a quelques-unes qui sortent du lot, et moi à titre personnel j'ai laissé quelques plumes financières en investissant dans des biotech parce que justement c'est un domaine que je maîtrise. Mais en fait, il faut se dire que quand il y a une biotech qui a un produit, deux produits dans son pipeline et qu'il y a une phase 2 ou une phase 3 qui foire, bah faut se dire que l'action, elle perd 200% de sa valeur en quelques semaines. Et donc, on est sur des domaines qui sont extrêmement risqués et aujourd'hui qui sont un peu boudés des investisseurs, en tout cas individuels, en France et qui vont avoir une appétence au risque qui n'est pas suffisante pour le domaine des biotechnologies, qui est un domaine ultra risqué en termes d'investissement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs, qui soient privés ou individuels, qui vont pas forcément investir. Voilà, c'est un domaine très particulier par rapport aux US justement, où les gens vont avoir une appétence au risque qui va être beaucoup plus élevée. Une culture, exactement, une culture de l'investissement, de l'entrepreneuriat qui va être différente et qui va effectivement être beaucoup plus en faveur de ces biotech. Donc effectivement, en France, il y a un engouement vraiment institutionnel, gouvernemental, stratégique, académique aussi, des créations de spin-off. On voit beaucoup de spin-off ces dernières années qui sortent du secteur industriel parce que ça a un intérêt très fort aujourd'hui. On considère que c'est très difficile de travailler, trop difficile de négocier trop tôt avec l'industrie pharmaceutique, donc autant créer des spin-offs. Et puis on voit aussi des chercheurs qui changent d'état d'esprit, qui deviennent beaucoup plus entrepreneurs et qui ont envie d'entreprendre. Et donc du coup, c'est effectivement, il y a une ambivalence qui, d'un côté, une énorme dynamique hyper importante, mais pour le coup, dans le domaine du grand public, on a beaucoup entendu parler des big pharma ces dernières années, un petit peu malheureusement, mais on a très peu entendu parler des biotech qui ont souvent des histoires assez passionnantes et des valeurs qui partent souvent d'une histoire peut-être familiale ou personnelle, qui vont partir vraiment avec une vocation et une vision qui va être extrêmement forte. Et on n'en parle pas beaucoup de toutes ces biotech. D'après toi, justement, pour ces domaines de la biotech et les métiers qui y sont associés, est-ce que les étudiants en pharmacie ont une place privilégiée ou vont avoir une place privilégiée, notamment avec le développement de nouveaux enseignements sur la biotech, de nouveaux masters, de nouvelles possibilités, ou au contraire, est-ce que on est défavorisé par rapport à d'autres études beaucoup plus spécialisées? Je pense notamment à des PhD en biologie très spécialisés, où notre côté polyvalent est un avantage, selon toi. C'est une bonne question. En plus, on voit un peu les bancs de la fac qui sont toujours désertés, mais surtout, c'est presque plus les inscriptions aussi voilà, Ouais. qui sont inquiétantes. Et je pense que c'est dommage qu'on fasse pas plus de pédagogie aux lycéens pour ouvrir un peu les chakras sur toutes ces possibilités. Déjà, pour moi, on a une chance merveilleuse. C'est le nombre de possibilités qu'on a. Et si dans 6 mois, j'en ai marre et que j'ai envie de retourner en officine et d'aller travailler dans les îles, c'est quelque chose que je peux faire techniquement. Ça, c'est C'est une vraie richesse. J'ai un certain nombre d'amis qui l'ont fait ces dernières années. Ah bah, l'industrie, ça a aussi des défauts. Hein. C'est le volume de travail, le stress, il y a aussi des contraintes. Et il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai envie de me rapprocher du patient et de retourner en officine. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Et c'est quelque chose qu'on peut faire. Et si j'ai envie, en me formant un peu, de repartir en pur marketing, je peux le faire. Il y a beaucoup de choses en fait que je peux faire. Et ça, je dis souvent que les pharmaciens, ils savent pas grand-chose sur beaucoup de choses, mais ils savent s'adapter. Et donc en fait, pour moi, aujourd'hui, donc j'ai pas fait de thérapie cellulaire et génique pendant 2 ans et demi à Novartis, mais en quelques mois, j'ai pu raccrocher les wagons et comprendre à peu près les enjeux qu'on avait à White Lab. Et tu as su te former en autodidacte. Et j'ai su me former exactement parce que on a appris à apprendre, on a appris cette capacité et cette flexibilité et cette agilité de nous transposer d'un domaine à un autre. Et donc aujourd'hui, déjà, je suis pas du tout inquiet pour la place des pharmaciens. C'est pas parce qu'on est pharmacien qu'on peut pas faire un PhD sur le domaine de son choix. Et j'en ai vu plein des pharmaciens qui se demandaient justement, est-ce que je vais pas être défavorisé par rapport à des gens qui viennent pure tech ou qui viennent pure business et d'avoir cette double casquette. Moi, tous les postes auxquels j'ai candidaté, tous,
ils préféraient avoir un professionnel de santé qui avait des compétences sur la science plutôt que quelqu'un qui venait du business et à qui il fallait apprendre la science. Donc déjà, sur le côté pur business, dans le domaine life science, on est relativement protégé par rapport à tous les gens qui viennent du business et qui n'ont jamais fait de life science. Pour le coup, le côté pure biotech, ça peut être effectivement des concurrents assez sérieux. Des gens qui auront fait AgroParisTech ou l'ENS ou ces écoles-là, effectivement, on va être en compétition. Mais on n'a pas du tout de désavantage et justement notre capacité, et en particulier dans mon job où il faut avoir une compréhension un petit peu globale des enjeux pour réussir à tirer les bons leviers et être à l'endroit où on nous attend, c'est cette capacité de tout comprendre. Et des fois, on se rend compte que des gens qui ont un cursus pur biotech hors life science pharma, ils ont des incompréhensions énormes des enjeux de développement clinique, des phases, des contraintes de market access, des contraintes de remboursement. Et tous ces enjeux-là, je les ai acquis dans mon cursus, dans mon tronc commun de pharma. Et c'est autant de compétences que j'utilise encore aujourd'hui. Donc même si à l'époque où je les ai appris, je me suis dit mais j'aurais jamais besoin de ça dans ma carrière, pourquoi j'apprends ça? Et ben aujourd'hui, il y a des choses où je m'en doutais pas qui ressortent et effectivement que j'utilise aujourd'hui dans mon activité actuelle. Donc clairement aucun problème pour les pharmaciens qui sortent aujourd'hui des études dès lors qu'ils ont de la curiosité et une envie d'apprendre qui dépasse le stade de le cursus universitaire n'est pas suffisant. Faut avoir la capacité à aller de l'avant. Voilà, on a un diplôme qui est très reconnu, mais il faut aller au-delà aujourd'hui pour créer de la valeur. Toutes les possibilités qu'on peut faire dans nos études, on peut réellement se faire un parcours à la carte. Et dans tous les cas, notre polyvalence en termes de compétences et de connaissances, ça restera toujours une plus-value, j'ai l'impression, dans le milieu industriel. Tout à fait. Et moi, dans mes études, on m'a toujours donné l'impression, en tout cas les profs et l'administration, qu'on était dans un tunnel. Et que nos choix, les UE, les je sais pas quoi, très se spécialiser et que ça allait définir notre vie en 4e année ou 5e année. Alors que pas du tout. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait un M1 de chimie des substances naturelles qu'on peut pas se retrouver business developer dans des thérapies géniques. Je sais de quoi je parle, effectivement, ou faire de l'IA. Et donc du coup, faut le vendre, faut faire un effort, voilà, c'est du travail, mais en aucun cas c'est un sens unique qui va décider de notre parcours de vie en 5e année ou en 4e année. Ça, c'est sûr. Toi, tu viens de le montrer en allant chercher justement différentes connaissances, différentes spécialisations que finalement n'en sont pas. Tu te permets aujourd'hui d'avoir cette vision globale parce que justement, tu as des compétences larges. C'est ça. C'est ça qui est très intéressant aussi. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de l'IA, de ses applications dans le milieu industriel pharmaceutique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toutes les applications que l'IA a au niveau pharmaceutique et qu'est-ce que ces industriels peuvent attendre de cette nouvelle technologie? C'est une question extrêmement vaste sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps. Aujourd'hui, et c'est pas un fantasme, hein, on est sur une réalité aujourd'hui d'intégration de ces technologies dans la pratique courante, c'est-à-dire un gold standard dans beaucoup de domaines, de la recherche jusqu'à la prise en charge. Et donc, pour couvrir différents exemples d'usage, de la R&D, l'optimisation des petites molécules, des thérapies géniques comme je le mentionnais tout à l'heure, sur du manufacturing, de suivre les conditions de culture des cellules et d'optimiser en temps réel les conditions de température, de pression avec des algorithmes de rétrocontrôle, c'est quelque chose qui marche très bien. Des aspects de logistique, que le bon médicament soit au bon endroit au bon moment sur des traitements qui peuvent avoir des conditions de stockage un petit peu particulières, sur des sujets de logistique hospitalière, de prise en charge, d'aide au diagnostic, d'aide au pronostic, d'aide à la prescription, c'est multiple, on voit l'essor de ChatGPT récemment. Moi, c'est un outil que j'utilise dans mon métier aujourd'hui. C'est pour drafter des documents, il faut être extrêmement vigilant sur le contenu, mais c'est des choses qui me sont utiles effectivement pour un certain nombre d'applications et qui sont intégrées à nos pratiques. Donc d'aide à la prise en charge pour les patients
de suivi pour l'insuline, de suivi des électroencéphalogrammes, des ECG, pour avoir des dépistages un petit peu semi-automatisés. Donc tout ça, c'est des réalités qui arrivent sur le marché, qui sont validées, qui sont certifiées, qui commencent à trouver leur modèle économique aussi, parce que ces nouveaux outils, il faut aussi parfois les rembourser, il faut les financer. Donc on est sur des nouveaux modèles, mais aujourd'hui qui touchent l'ensemble du processus. On a vu arriver il y a quelques années, quand j'étais à Novartis notamment, des gens qui venaient des directions IA, du retail ou de la banque, des domaines industriels un petit peu plus matures, pour infuser des approches et des technologies dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Et donc aujourd'hui, il y a plein de sujets de targeting des médecins aussi, pour ceux qui veulent faire du marketing, où on veut clusteriser les profils de médecins pour leur apporter la bonne information au bon endroit, au bon moment, d'être sûr que les médecins vont être sollicités ou échanger avec l'industrie pharmaceutique dans les meilleures conditions, et d'arrêter potentiellement d'avoir un délégué qui vient toquer à la porte toutes les 24 heures d'un médecin qui veut avoir plus que des informations médicales par mail, par exemple. Et donc tout ça, on voit des approches d'IA qui infusent en fait dans les procédés, dans les processus, et avec des spécialistes qui arrivent dans le domaine et qui ont du coup cette double compétence tech et appliquée médicale. D'accord. Et toi justement, à l'IA, est-ce que tu vois une ou plusieurs limites? Il y a la limite éthique dont on parle souvent, mais aujourd'hui, pour moi, on est en train de la dépasser par l'efficacité de ces algorithmes. Donc ça, c'est un élément important. Pour moi, il y a une problématique de représentativité des populations. Il y a un exemple qu'on prend souvent, un des premiers algorithmes d'IA qui avait été développé pour identifier des mélanomes sur la peau, des mélanomes cutanés. Et cet algorithme, à l'époque, avait été développé uniquement sur des peaux caucasiennes. Et donc, il fonctionnait uniquement sur des peaux caucasiennes. Donc là, on voit des biais. Pour moi, c'est un des biais les plus importants et un des sujets éthiques le plus fort. C'est comment on s'assure de la représentativité des données qui ont permis de développer l'algorithme pour que l'algorithme soit transposable à l'échelle des populations. Pour moi, c'est un sujet majeur et sans doute un des sujets éthiques les plus importants. Merci beaucoup pour tout ton partage d'expérience. Je suis sûr que pour la partie étudiant de ton parcours universitaire, beaucoup d'étudiants se reconnaîtront. Et ensuite, après, tout le beau parcours que tu nous as raconté, qui je suis sûr est très inspirant pour ceux qui vont nous regarder, et pour moi y compris, je dois l'avouer. Est-ce que, pour finir, tu as un conseil à donner, après tout ce que tu as dit, quelque chose que tu aurais aimé entendre, toi étudiant, et qui aurait pu t'aider peut-être à avoir plus confiance ou mieux te décider dans tes choix d'orientation? Le réseau. Le réseau, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, regardez cette vidéo, c'est exactement ce qu'il faut faire, et m'envoyer un petit message sur LinkedIn en disant ah bah c'était vachement bien, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire comme toi, est-ce qu'on peut en discuter? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi j'avoue que j'essaye de le faire toujours, c'est pas forcément évident parce que j'ai pas forcément le temps pour le faire tout le temps, mais d'échanger, de participer à des conférences, d'échanger avec des professionnels qui viennent de notre cursus. Les pharmaciens, on a cette chance d'être très fiers de notre réseau et de cette corporation. Et en général, les gens trouvent le temps pour donner des conseils aux étudiants, et donc de trouver des personnes inspirantes d'un domaine d'intérêt pour l'étudiant en question, et d'aller se renseigner, d'échanger en direct, et de pas avoir peur de solliciter les personnes. Alors bien évidemment, il y en a qui vont pas répondre, qui ont pas le temps ou qui sont pas intéressés, mais voilà, c'est en général, faut pas se décourager, il faut essayer d'échanger le plus possible avec les gens. Quand on candidate à un poste, il faut aussi faire un petit travail par ailleurs, d'aller contacter les gens dans l'entreprise pour discuter avec eux, mieux comprendre les valeurs de la société, mieux comprendre ce qu'ils font de manière concrète, au-delà de ce qui est écrit sur la fiche de poste. Donc c'est réseau, échanger, discuter et être curieux, être le plus curieux possible. Ok, c'est un beau message, merci beaucoup, merci pour ton expérience, ton temps. Et puis je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont arriver à ressentir ce que tu as voulu nous retransposer, c'est-à-dire beaucoup d'abnégation, et puis aussi surtout de persévérer toujours dans ton choix de carrière. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en Salut. prie.